Bonjour à toutes, bonjour à tous, comment allez-vous? Alors aujourd'hui, j'ai souhaité vous faire cette petite vidéo car j'ai commencé la lecture de cet ouvrage. Tada! Qui s'intitule Qui menait la danse? La CIA et la guerre froide culturelle de l'universitaire britannique Frances Stonor Sanders. Alors pourquoi je voudrais vous parler très brièvement de cet ouvrage? C'est parce que j'aimerais vous faire un lien avec ce que nous sommes en train de vivre depuis quelques années au travers de l'Union européenne qui a fondé ou confondé et financé certaines structures, notamment dans la culture et notamment dans l'opéra, qui se rapprochent comme deux gouttes d'eau au fonctionnement et au modèle de la CIA pendant la guerre froide. Alors, pour ceux qui le savent ou ceux qui ne savent pas, la CIA a tissé un vaste réseau, a pu analyser même sur les autres services de renseignement américains avant que la CIA ne soit créée, a pu analyser le comportement de nos sociétés, notamment de la société européenne et française. Et pour la faire courte, suite à la Seconde Guerre mondiale, nous avons eu l'État français à payer des dettes de guerre. Ces dettes de guerre qui ont été effacées par les Américains moyennant des contreparties. Des contreparties qui se sont exprimées notamment au travers de l'industrie, l'ouverture du marché français à l'industrie américaine, à l'agriculture américaine et au modèle culturel. Et en cela, c'est fort intéressant. Via un système de fondations privées, des financements de chaires universitaires, de concerts, de tournées d'orchestres classiques, d'artistes, compositeurs, chanteurs, peintres, universitaires, politiques, monde intellectuel, que sais-je. Les États-Unis, au travers de la CIA, ont bien analysé, soi-disant pour combattre un communisme menaçant, qu'il fallait introduire le système culturel pour formater l'esprit des sociétés du vieux continent. Et en cela, ce modèle construit autour de financements pour agir sur la société est exactement le même modèle que l'Union européenne utilise au travers, je cite deux exemples, deux associations se nommant Opéra Vision et Opéra Europa, qui sont tous deux financés, qui sont des émanations de l'Union européenne, pour divulguer une idéologie précise sur le monde de l'opéra. Vous pensez que c'est simplement pour valoriser l'opéra, offrir de l'opéra de manière gratuite en streaming, etc. Mais pas du tout. Il s'agit avant tout d'un message idéologique précis. Je vous invite à vous rendre par exemple sur le site d'Opéra Vision, vous cliquez sur l'onglet français et vous allez voir le à propos. Vous comprendrez comment cette structure a été financée, fondée et financée. Et vous comprendrez aussi, et ça je vous laisse faire ce petit exercice fort intéressant, de vous demander quel est le pourcentage de production d'opéra dite ce que j'appelle traditionnelle par rapport aux productions modernes à caractère réguitéateur avec un message idéologique. Je pense qu'il y a 95% d'idéologie et 5% de, disons, opéra traditionnel. Pour des discours qu'ils se veulent de diversité, il me semble que là, nous sommes vraiment face à un rapt d'une pensée unique. Il suffit aussi de voir un petit peu comment fonctionne Opéra Europa. Allez regarder les différents séminaires qui sont proposés où toutes les directions de théâtre, d'opéra d'Europe se réunissent. À quels frais? Parce que qui subvient à 75, 80, voire 90% dans certains cas aux besoins des théâtres et des festivals lyriques? C'est nous, les citoyens et citoyennes du continent européen. Donc,
ces grandes messes avec cocktails, places invitées, etc., c'est notamment nous qui leur offrons tout cela. Regardez les thèmes des séminaires. Tous dans cette même idéologie abstraite, pardon, excusez-moi, j'allais dire attractive, mais abstraite, pseudo-attractive. Parce que soi-disant qu'ils font ça pour être au plus proche de la société, mais finalement le message est inaudible, inentendable. Ils vous parlent de diversité, mais ils passent leur temps à combattre et à détruire un patrimoine. Mais qu'est-ce qui les dérange dans ce patrimoine? Ce patrimoine n'a-t-il pas le droit d'exister? Pourquoi notre argent, à notre insu, sans notre accord, irait financer un discours dans un sens unique? Pourquoi notre argent n'irait pas financer un discours large, simplement de « nous devons soutenir l'art lyrique » sans porter de message politique et idéologique. Je vous invite aussi à regarder, finalement, entre le nombre de quelles mains se tient le pouvoir de l'opéra. On pense qu'il pourrait y avoir finalement autant de directeurs ou de directrices qu'il y a de théâtres lyriques ou de festivals lyriques. Mais que nenni! En fait, le pouvoir se situe au sein d'une cinquantaine, d'une soixantaine de personnes, pour lesquelles certaines sont directeurs d'opéra, mais aussi chefs d'orchestre, mais aussi metteurs en scène, etc., etc. Vous voyez le nombre de conflits d'intérêts, et toi je te prends, et toi tu me prends. Vous imaginez bien qu'au final, tout tourne au sein d'un petit cercle, avec dans quelques cas des agents très puissants, dont certains se retrouvent pour des histoires de corruption, toujours en attente de jugement, notamment en Italie. Vous voyez bien que ce système est ficelé, non pas pour la diversité, mais pour délivrer un message unique. Et j'en veux encore pour preuve un fait qui me concerne directement. Vous savez tous que je me suis présenté à la direction d'un grand festival lyrique français. Une candidature qui, bien évidemment, vous connaissez mes positions depuis plusieurs années sur le chemin à suivre pour l'opéra, une candidature qui n'a pas été retenue. Soit encore, mais recevoir un courrier me détaillant que, finalement, quelque part, je n'ai pas les compétences, je n'ai pas la motivation nécessaire. Vous me connaissez, pour ceux qui me suivent depuis plus de 15 ans sur les réseaux sociaux, pour ceux qui me connaissent personnellement, il me semble que je ne manque pas de motivation. Par contre, de me stipuler que comme je ne corresponds pas finalement à la vision du conseil d'administration, je n'ai pas pu être retenu et finalement, je ne méritais pas d'être auditionné, comparé à la dizaine d'autres candidats qui ont pu faire partie de la shortlist. N'est-ce pas là encore une preuve que nos directeurs et directrices d'opéra doivent correspondre à une vision unique, doivent répondre à un positionnement idéologique afin d'obtenir les postes? Dernière chose que j'aimerais dire, regardez en France, tous nos directeurs et directrices d'opéra, à part la direction de l'Opéra de Marseille et du Capitole de Toulouse, ont exactement le même discours à la virgule près. Vous pourriez même leur enlever les têtes, ne pas faire cas de leur sexe, homme ou femme, tout le monde dit la même chose. Et j'ai même envie de vous dire que tout le monde dit la même chose sur l'ensemble du sol européen. À quoi cela rime?